à tous chers croque-lecteurs, c'est moi qui reprends le contrôle de l'émission pour un nouvel épisode. Mais avant de commencer, qu'avez-vous pensé des 4 premières interviews? Ça vous a plu? Je l'espère. Aujourd'hui nous commencerons évidemment avec Juliane et Lucas pour les amuse-gueules. Ce sera suivi d'un plat du jour de Angélique qui nous présentera un roman s'intitulant La vitesse sur la peau. Puis Prudence nous fera découvrir Quelques bulles, le nouvel album duo Fred Bernard, François Roca. Enfin, nous vous préparerons une petite surprise, vous m'en direz des nouvelles. Mais avant cela, passons aux news. Bonjour Juliane, alors que vas-tu nous présenter? Cette année, les pépites du Salon de Montreuil ont beaucoup changé. Il y a 36 titres de tous genres différents et exclusivement francophones. Ils seront soumis à un jury de professionnels et à un jury de lecteurs que l'on appelle France Télévisions, partenaire du prix. Dans ces 36 ouvrages seront choisis par chacun des jurys 3 titres dans chaque tranche d'âge, petit, moyen, grand, et une pépite d'or, pépite des pépites, qui couronnera le livre jeunesse de l'année. Je vais vous citer quelques-uns de ces titres qui seront présentés dans la catégorie qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire les livres de 12 ans et plus. Ainsi, on retrouve la dernière série de Marie-Aude Muraille, Sauveur et Fils, ou encore le premier tome des Mystères de l'Arispem de Lucie Pierrat-Pajot. Merci Juliane, maintenant laissons la place à Lucas pour une nouvelle info. Cette semaine, je vais vous présenter l'adaptation en film de Quelques minutes après minuit, roman écrit par Patrick Ness, dont le véritable titre est A Monster Call. Dans ce livre, édité chez Gallimard Jeunesse, nous pouvons trouver de superbes illustrations de Jim Kay, qui apportent beaucoup à l'atmosphère de l'histoire. Ce film, réalisé par Juan Antonio Bayona, sortira le 4 janvier 2017 au cinéma. Nous pourrons trouver des acteurs tels que Felicity Jones dans le rôle de la mère, Liam Neeson dans celui du monstre et Sigourney Weaver dans celui de la grand-mère. Connor, le héros de ce film, est interprété par Lewis McDougall. Bientôt, une nouvelle adaptation d'un des romans de Patrick Ness est prévue au cinéma. Il s'agit de la série Le Chaos en marche, réalisée par Doug Liman. Au tour d'Angélique de nous présenter son roman. De quoi s'agit-il? Salut à tous, je suis plus que contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique. Cette fois, c'est un roman tranche de vie un peu moins polémique que le précédent, que vous pouvez retrouver dans l'émission numéro 2. Mais qui est tout aussi touchant, La vitesse sur la peau de Fanny Chiarello, édité chez Rouergue dans la collection Dos à Dos. Peux-tu nous faire un résumé de ce roman? Elina ne dit plus rien. Pas un mot, pas un son n'est sorti de sa bouche depuis bientôt 1 an, depuis que sa mère est morte. Son quotidien se résume assez rapidement. Elle se lève le matin, déjeune seule le plus souvent dans sa chambre, va au collège où elle ne parle plus à personne et elle laisse tous ses amis partir au fur et à mesure. Le soir, elle se rend au jardin des plantes où elle ne bouge plus de son banc et finit par ressembler à une plante. Chez elle, elle mange seule dans sa chambre, puis va se coucher. Bref, pas grand-chose de très excitant. Comme tous les jours après les cours, elle se rend au seul endroit qui lui fait se sentir bien, le jardin des plantes. Elle aime bien s'y rendre et rester là pendant des heures, à regarder les gens courir comme s'ils voulaient accélérer le temps. S'il y a bien une chose qu'elle ne fera jamais, c'est courir, jusqu'au moment où elle croit voir sa mère passer devant elle. Elle se lève alors d'un bond et se met à lui courir après. Mais 1 an sans pratiquer de sport lui a porté préjudice. En s'arrêtant, elle se met à vomir. C'est alors qu'une jeune femme, en fauteuil roulant, arrive et lui donne des conseils et discute avec elle. Bien sûr, Elina ne répond pas. Mais le lendemain, elle prend une décision et décide de courir tous les jours après les cours, mais pas comme les autres. Elle va courir dans le sens inverse, comme pour remonter le temps, et elle va étrangement se mettre à souhaiter que cette dame soit encore là. J'imagine que ce livre t'a plu. Le livre La vitesse sur la peau de Fanny Chiarello, édité au Rouergue, m'a beaucoup plu. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de la couverture que je trouve malheureusement un petit peu trop banale et que je ne trouve pas assez représentative de l'histoire. Ensuite, le thème est très bien choisi et Fanny Chiarello a réussi à nous raconter le parcours d'une jeune fille aussi émouvant qu'intéressant. Car oui, cette histoire parle des différentes réactions que l'on peut avoir suite à un décès dans notre famille, plus particulièrement ici pour le décès de sa mère. La question du deuil est traitée avec beaucoup de douceur, nous permettant de nous mettre dans la peau de l'héroïne. Même si les premiers chapitres m'ont un peu ennuyée, la suite, elle, m'a intéressée et j'ai donc fini le livre assez rapidement. De plus, ce livre est vraiment intéressant car il parle d'une jeune fille qui a perdu sa mère et que cela peut malheureusement arriver à tout le monde, ce qui le rend plutôt intriguant. En effet, on veut savoir comment cette jeune fille va réagir. Pour ce livre, le lecteur se pose la question, va-t-elle un jour reparler ?
Enfin, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Elina, pour qui j'ai ressenti beaucoup de peine. Elle est très touchante et ne demande aucune attention particulière à son père. Elle veut juste vivre sa vie, si l'on peut appeler ça vivre. J'ai aussi beaucoup apprécié sa grand-mère, qui pour moi a un rôle assez important. Elle réconforte plus ou moins Elina et est la dernière chose ayant encore un lien direct avec sa mère. Pour conclure cet avis, j'ai vraiment apprécié lire La vitesse sur la peau de Fanny Chiarello, qui est pour moi un livre très facile à lire, mais qui ne reste pas moins triste et réaliste. On comprend beaucoup mieux les réactions que peuvent avoir certaines personnes après un décès, même si cela peut nous paraître un peu disproportionné. Mais c'est surtout un roman qui parle d'une amitié forte. Si vous recherchez une lecture tranche de vie sur l'amitié possible malgré les circonstances, alors n'hésitez pas et lisez ce livre. Et maintenant, à toi Prudence, comment s'intitule l'album dont tu vas nous parler? Publié chez Albin Michel Jeunesse, voici maintenant un superbe album écrit par Fred Bernard et illustré par François Roca, auteur de bien d'autres albums comme Anya et le Tigre Blanc que j'ai chroniqué l'année dernière. Celui-ci, Le fantôme du cirque d'hiver, nous entraîne au cœur d'un mystère du point de vue de deux narrateurs originaux. Peux-tu nous raconter l'histoire de cet album? Dino, le perroquet du cirque, est sûr d'avoir vu un fantôme. Malheureusement, son vieil ami Spirit, le singe, ne le croit pas. Il préfère de loin les éléments rationnels qu'il peut trouver dans ses romans. Alors, les deux compères décident d'aller à la chasse aux indices. L'un pour prouver à son ami que le fantôme est bien réel, l'autre pour démontrer que c'est tout simplement impossible. Les fauves, les chevaux, les cacatoès ne peuvent démentir Dino. Tous sont convaincus que le fantôme d'une jeune femme triste erre dans le cirque. Quant aux chiens et aux chats, eux n'en croient pas un seul mot. Pourtant, ils apprennent aux deux amis la première d'un nouveau spectacle époustouflant. Une dresseuse de fourmis rouges. Dino et Spirit sont trop excités pour poursuivre leur investigation. Les humains s'activent, on règle les projecteurs, on vérifie un grand écran, des petites caméras. Et ça y est, la représentation commence enfin, avec en avant-première Marina Hans, dresseuse de fourmis rouges. Quel est ton avis sur cet ouvrage? Le fantôme du cirque d'hiver est un album aux illustrations magnifiques, accompagné d'une histoire mystérieuse, à lire absolument. Premièrement, la couverture de cet album est vraiment belle et plaisante à regarder. Nous sommes plongés dès le début dans l'histoire, grâce aux couleurs qui attirent l'œil. Le lecteur assiste à une alternance de couleurs vives et d'autres plus sombres, qui rappellent les jeux de lumière des projecteurs. Dino et Spirit sont au centre de la couverture, comme au centre de la piste du cirque. De plus, ils sont éclairés par les projecteurs, qui mettent en avant leur rôle de narrateur et de personnages principaux. Deuxièmement, nous pouvons observer tout au long de cet album les notes magiques du cirque, grâce aux illustrations mettant en place les détails exacts du cirque d'hiver bourguignonne. Par exemple, la piste, les places des spectateurs, ou encore les longs couloirs d'où les spectateurs pourront rejoindre leur place. Troisièmement, les personnages sont vraiment originaux et attachants. Dino, le perroquet, est très vieux et se prend pour un capitaine de bateau. Il croit dur comme fer à tout ce qui touche au surnaturel. Spirit, le singe savant, préfère se référer aux sciences et fait preuve de rationnel à tout moment. Pourtant, ces deux animaux que tout oppose sont très bons amis réunis autour d'une même passion, le cirque. Pour conclure, ce magnifique album aux couleurs chatoyantes de François Roca et écrit par Fred Bernard nous attire dans l'univers merveilleux du cirque. Un voyage époustouflant au travers du cirque d'hiver à la poursuite d'un fantôme. C'est aussi une très belle histoire d'amitié entre deux personnages très différents. Pour finir, nous retrouvons Angélique au Salon du Livre d'Évreux pour une interview de Taïmark Le Tan. Bonjour Taïmark Le Tan. Avant d'aborder votre actualité, nous voudrions savoir si cela n'a pas été trop difficile d'écrire une nouvelle série après les 6 tomes de Jonah. Si, ça a été un petit peu compliqué. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé la série alors que je n'avais pas encore fini Jonah. J'avais très peur du baby blues après la série et je me suis dit débrouille-toi pour qu'effectivement dès que tu as fini Jonah tu embrayes directement sur quelque chose. Et j'ai commencé un petit peu à cheval. Donc le moment où j'ai terminé Jonah, où j'ai écrit le dernier mot, j'ai fermé mon fichier et j'en ai ouvert un autre qui était déjà en cours et j'ai pu comme ça tranquillement aborder autre chose. Mais ça a été difficile, ça n'a pas été simple de dire au revoir à tous les personnages, à tout l'univers que j'avais créé. Pouvez-vous nous présenter le Jardin des Épitaphes ? Alors, le Jardin des Épitaphes, c'est un récit post-apocalyptique, donc ça se passe après la fin du monde, et c'est l'histoire d'un voyage, c'est l'histoire d'un périple, en fait, un grand frère de 17 ans qui va conduire sa sœur et son frère âgés de 6 ans et de 9 ans de Paris
jusqu'à San Francisco, où sont restés les parents avant la catastrophe. Donc ils vont traverser la France, l'Espagne et le Portugal, traverser l'océan, et ensuite ils vont traverser les États-Unis. Et pour moi, le côté post-apocalyptique, c'était un petit peu un prétexte. Et ce qui importait, en fait, c'était vraiment de parler de fratrie. Et donc de ce qui lie en fait ces trois personnages. Donc le grand frère en fait qui a des aptitudes au combat, des aptitudes physiques qui sont quand même assez développées. Il va défendre son frère et sa sœur, il va les protéger physiquement, mais il va également les protéger psychologiquement par rapport à tout ce qu'ils vont pouvoir croiser. Et c'est vrai que moi, dans cette fin du monde, dans cet univers, j'ai essayé de réunir en fait tous les ingrédients qui pouvaient être présents dans ce genre de livre. Donc vous pourrez y trouver des robots, des guerriers de la route, des mutants, des cannibales, des zombies, des grands singes et d'autres choses aussi. Quelles ont été vos sources d'inspiration? Alors pour les zombies, j'ai quelques copains qui ont l'œil un peu vide et donc je me suis dit non, mes sources d'inspiration ça a été effectivement essentiellement le discours que je peux avoir vis-à-vis de mes enfants en essayant justement de leur dire des fois la vie c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu dur, là ça se passe après la fin du monde, donc là c'est réellement dur, mais essayer de les rassurer, leur dire essayer de continuer quand même malgré tout à rire et à prendre les choses du bon côté, quoi. Et c'est vrai qu'en écrivant ce livre, je me suis aperçu que j'avais un petit peu la même démarche que Roberto Benigni dans La vie est belle, où le contexte est différent puisque ça se passe pendant la Shoah. Et le discours est un petit peu le même. Alors effectivement, lui, il va surprotéger son frère et sa sœur d'une façon peut-être un petit peu excessive. Il va leur bander les yeux dès qu'effectivement il y a des choses qui sont susceptibles de heurter un petit peu leur sensibilité. Et c'est vrai que c'est un petit peu la même démarche. Et voilà, encore un numéro de terminé. Mais ne vous inquiétez pas, nous revenons dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook pour découvrir les photos des interviews sur les salons du livre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être averti de nos nouvelles vidéos. À bientôt tout le monde! Montreuil, pardon. Il n'y a pas écrit Saint-Dié, mais moi je dis Saint-Dié. Oh. Des mystères, pardon. Mais merci, mais je suis touchée. Oh, ça va abîmer mon pied. Vous le faites pas très bien, monsieur. Non, j'ai beaucoup de travail à faire. Oui, on cherche des excuses à chaque fois, mais bon. La violence revient. Peace and love. Ok, d'accord. Elle se lève alors d'un bond et se mit à lui Oh, mais... Ça y est, trop de perfection, tu la perfection. T'as parlé quand j'ai commencé. Le livre. Avec en avant-première Et ça y est. Non, c'est pas bon, ça y est. Quoi? Oh mince. Multitalent. Une star, pure et réelle. Ça brille, comme les étoiles.